Bienvenue à Indompté, un podcast bienveillant pour les parents qui choisissent d'offrir à leurs enfants une enfance heureuse pour un futur heureux. Aujourd'hui, on reçoit Laetitia Toanen, une femme qui est connectée à la nature, vous allez le constater bientôt, qui supporte d'autres femmes, d'autres mères, plus particulièrement par les rituels. J'ai connu Laetitia il y a 20 ans. J'avoue que j'ai été surprise quand j'ai rédigé mon intro. Ça fait longtemps. Oui, hein? Ça fait 20 ans. Donc, je dirais que c'est la première maman, la première femme, personne que j'ai rencontrée qui pratiquait la parentalité bienveillante, qui est mère dans le cododo, le portage, l'allaitement, en donnant des informations, des ateliers, de l'écoute aussi. Donc, moi, ça a été mon introduction à cet univers-là bienveillant. Mais en plus de cette implication communautaire, disons, Laetitia est également diplômée en adaptation scolaire et sociale, en zoothérapie, entre autres. Elle est l'autrice de 2 livres, soit Contes et légendes au fil des saisons aux éditions Arion, et de l'adoption internationale, guide à l'intention des futurs parents aux éditions Guy Saint-Jean, que j'ai lu il y a quelques années. Et là, il y a une petite souris qui me dit qu'il y en a peut-être un autre qui s'en vient. On va lui poser la question tantôt. Ouais. Et elle est la fondatrice de l'association Zamni Haïti, qui soutient un orphelinat à Port-au-Prince. Elle offre, via son site Internet, Chemin de traverse. On va donner toutes les informations tantôt, là, puis sous le podcast, vous allez voir les liens. Donc, elle offre différentes expériences liées aux rituels, des tentes rouges, des retraites, des cercles de femmes, des ateliers avec les chevaux. Donc, je suis fou, mais moi, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Hey, c'est vraiment, on est tellement contente de t'accueillir aujourd'hui. Dans le fond, le sujet, parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait parler avec toi, le sujet, on se concentre sur les rituels. Comment les rituels peuvent nous soutenir, nous, en tant que maman qui faisons l'école maison, homeschooling, puis comment intégrer les rituels dans notre vie. Ouais. Mais avant de sauter dans ce sujet-là, on aimerait ça savoir, c'est qu'est-ce qui t'a amené en premier à choisir les apprentissages en famille? C'est quoi ce chemin-là, là? Oui. Ça, c'est Stéphanie, tu nous ramènes très, très, très loin. Tu vois, ce matin, mon dernier s'est réveillé en me disant, Maman, j'ai tellement hâte d'avoir ma chambre. On est là-dedans, là, dans la fin du cododo, tu sais, l'espèce de dernière miette. Après, ça n'empêche pas, bien évidemment, la parentalité proximale, bienveillante, même avec des adolescents ou des jeunes adultes, mais fait que tout ça pour dire que ça remonte vraiment loin. Ce qui nous a engagés dans l'école à la maison au début, c'était... en fait, on était bien nous dans ce qu'on vivait. Et pourquoi ça aurait dû arrêter? Parce que tout d'un coup, le calendrier avait décrété que l'enfant avait 5 ans et que ça devait mettre un terme à ça. Il y avait ça. Il y avait le fait que, vous l'avez dit, moi, j'ai étudié en adaptation scolaire et sociale, en enseignement. Je fais partie des cohortes qui ont fait, maintenant, là, il y a de la job, il en pleut, là, mais il y a 40 ans, quand on finissait dans ce... Pas il y a 40 ans quand même. Non, sûrement pas, t'es même trop jeune pour... Quand on finissait dans ce domaine-là, dans le fond, il y a 29 ans, presque, moi, j'avais fini. Il n'y avait pas beaucoup de travail, on faisait beaucoup de suppléances. Moi, j'ai travaillé dans toutes sortes de conditions où le téléphone sonnait à 8 heures, puis en fait, on était attendu depuis 7h15. Fait qu'on arrivait toujours comme un cheveu sur la soupe trop tard, en sachant pas dans quel groupe on allait mettre les pieds. Pour moi, c'était super enrichissant, c'était super intriguant. Je pouvais me retrouver autant avec une classe de maternelle régulier, plein de petits pro tout excités avec 1000 affaires à dire.
que dans une classe d'adolescents, troubles de comportement ou dans une classe de tout mélanger. Là, je veux dire, il y a 25 ans, il y avait des classes encore où tous ceux qu'on savait pas où mettre, on les mettait tous ensemble pour le meilleur et pour le pire. Et j'ai pas taffé longtemps dans le sens où c'était super intéressant. J'aimais vraiment beaucoup ça, faire ça. J'aimais plus ça que d'avoir une classe à moi. Mais ça m'a pas pris de temps où j'ai réalisé en fait que c'était pas très important ce que je faisais dans la classe. Si je voulais que mon nom reste actif sur la liste, il fallait que je sois capable de tenir une classe. Et tenir une classe, ça voulait dire faire en sorte que ce soit calme, qu'il n'y ait pas de bruit, puis que quand le directeur passait dans le corridor, il y avait rien qui émerge de là. Et mais ça, moi, ça m'allait pas. Ça faisait pas de sens pour moi de passer mon temps à dire à tout le monde, tais-toi, chut, pas de bruit, pas maintenant, attends. On est à des années-lumière de la vie, puis finalement, à ce moment-là, pour moi, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais pour moi, ce qui m'est apparu, c'est que c'est un travail que je faisais pour un directeur d'école, pour qu'il soit satisfait puis que mon nom reste en haut de la ligne. Mais je faisais pas, j'avais pas la latitude de faire un travail pour les petits crapauds qu'il y avait en avant de moi. Fait que ça, c'était pas probant. Et quand on a décidé que Yuka irait pas à l'école, il y avait beaucoup ça. Est-ce que le milieu scolaire a changé? Est-ce que les hommes et les femmes qui travaillent dans les écoles ont les coups des franches où mon enfant va se retrouver tout de suite dans non, non, tu peux pas, il faut pas, assis, pas bouger et tout. Et puis en même temps, c'est une grosse décision faire l'école à la maison, là. C'est pas si facile que ça. Fait que je me rappelle qu'à 4 ans, on l'a inscrit à la garderie à 2 jours par semaine pour qu'il ne soit pas le seul nouveau à l'école. On habite dans un petit village, tu sais, qu'il ne soit pas le seul nouveau et tout ça. Puis dès la garderie, ça s'est pas bien passé, en fait. C'est pas tant que ça s'est pas bien passé avec l'enfant à proprement dit, ça s'est pas bien passé dans moi avec les éducatrices. Ça s'est pas bien passé dans ce qu'on attendait, ce qu'on exigeait de mon enfant, ce qu'on me faisait refléter dans ma parentalité, dans tout ce sur quoi il fallait lâcher prise, sans savoir, dans une absolue confiance de je vous confie mon mot précieux et je reviens à 5 heures sans avoir le droit de poser des questions. Et là, finalement, la décision s'est prise, ben non, il n'y aura pas de rentrée. Puis, on ne pensait pas que ça serait pour la vie. Finalement, pour le cas de Yuka, ça a été ça. Yuka n'a jamais mis les pieds à l'école. Il est entré à l'université 2 ou 3 jours avant ses 18 ans. Fait que lui, il n'a jamais été à l'école du tout, du tout, du tout. Ton approche, dans le fond, comment vous vivez ça? Ouais. Peux-tu nous décrire un peu? Ça a-tu évolué? C'est Ouais, beaucoup. Ça a changé beaucoup. Au début, moi, je me rends compte maintenant avec le 3e comment j'ai été exigeante avec le premier. Tu sais, mes 2 premiers, après, ça parle des aptitudes des enfants puis de leurs forces et de leurs difficultés. Mais mes 2 premiers, à 5 ans, ils savaient lire couramment, fluidement. Puis, fluidement, c'est pas terrible, hein, de façon fluide. Ouais, on a bien compris ce que tu voulais dire. Puis sans que ça a été compliqué. Ils ont appris à lire en vrac sur mes genoux les mots étiquettes, babi, bobu, le taponnage, les méthodes. Ça n'a pas fait partie de nos vies du tout, du tout. Ils ont appris à lire comme ça. Ça n'a pas été le cas du 3e qui, lui, a appris à lire vraiment tardivement. Ben, vraiment tardivement. Je sais que les enfants qui apprennent à lire vraiment beaucoup plus tardivement que ça, mais tu sais, quand même, un 8 ans, puis 9, 10 pour que ce soit quelque chose de fluide, d'agréable, d'expérientiel et tout ça. Mais même si les 2 plus jeunes ont appris à lire facilement, sans vraiment de méthode, moi, j'étais quand même un peu crinquée. Tu sais, on commençait, c'était un nouveau projet, t'en veux, puis là, trip sur les cahiers, puis t'as le goût, puis t'as envie, puis nous autres, on était chanceux, la famille, elle a embarqué, puis quand j'y repense maintenant, je me dis, pauvre petit cœur, tu sais, genre à 5 ans, ils ont eu des cahiers d'école, tu sais, tout le monde était content.
Mais ça n'a pas duré super longtemps. Comment je pourrais dire? Moi, j'ai quand même toujours eu l'enjeu de me dire, ça n'a pas pris de temps qu'on a décroché des cahiers. Et ça n'a pas pris de temps que le unschooling est venu à nos oreilles, puis que c'est venu shaker vraiment beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Parce que le unschooling, c'était comme un prolongement, un continuum de la parentalité dans laquelle on était, où les enfants étaient beaucoup au centre, où les enfants étaient beaucoup moteurs, où on était beaucoup à l'écoute. Fait que d'arriver tout d'un coup, bon, à 9 heures, on s'assoit, on fait des cahiers crac-crac, c'était super confrontant. Puis de se dire, ben, on voulait pas qu'ils aillent à l'école pour pas être vissés sur une chaise, mais finalement, c'est nous qui les vissons, tu sais. Fait qu'en plus, ça entame une chicane de famille. Au moins, s'il était à l'école, je pourrais le réconforter puis dire que la prof a pas d'allure, mais là, c'est moi, tu sais. Fait que ça a pas pris de temps que ça, pour nous, ça a dissonné vraiment, vraiment beaucoup. Ça a pas pris de temps aussi que les enfants, dans leur espèce de grande sensibilité, ont été vraiment capables de piquer là où ça faisait mal, de ruer dans les brancards, tu sais, on avait un portrait qui nous disait, oh, OK, là, c'était pas ça le plan de match, finalement. C'est quand on rêvait de garder les enfants à la maison, d'être tout le monde ensemble, on s'attendait pas à ça. Fait que ça n'a pas pris de temps qu'on s'est réajusté, mais ça a pris du temps avant qu'on en vienne plus à une forme de unschooling, dans le sens où, pour moi, c'était super important que les enfants restent pas forcément liés au programme, parce qu'on travaillait plus avec des programmes européens, question de préférence culturelle, puis c'était plus facile aussi pour moi de transmettre à mes enfants à partir de ce que moi j'avais appris, puis mes premières classes, je les ai fait en Europe. Fait que tout l'appellation grammaticale est différente, la façon de faire des soustractions est différente. Fait que, mais il reste que c'était des cahiers. Puis c'est ça, moi j'avais cet enjeu que les enfants, ben, s'ils étaient en première année puis qu'il arrivait quelque chose, ben, ils seraient capables d'intégrer une première année puis que pour moi, arriver quelque chose, ça sous-entendait un drame parce qu'il aurait vraiment fallu qu'il arrive quelque chose de grave. Et je me disais, si en plus du drame, il y a le fracas de rentrer à l'école, mais en plus du fracas, il y a le fait de pas être à niveau, puis de se retrouver celui qui est à la traîne, qui est pas bon vis-à-vis des autres. En tout cas, j'avais... Ça parle de nous, tout ça, hein? Ça parle de nos propres histoires, de se sentir à la hauteur de ce qu'on a vécu comme enfant, marginalisé. En tout cas, j'en étais pas tant consciente à l'époque, mais je sais maintenant que tout ça parlait de mes propres peurs d'enfant, de ma propre marginalisation, d'arriver dans un nouveau milieu. Moi, je suis arrivée au Québec à 9 ans, dans un village où il n'y avait jamais eu d'étrangers, où il y avait autant de gens gentils qu'autant de gens qui nous trouvaient très étranges et qui étaient un peu moins sympathiques. C'est tout ce que je voulais éviter à mes enfants, finalement. Et ça prend du temps avant de catcher que ce qu'on pense de l'école et ce qui est à l'école sont deux choses complètement différentes. On a souvent ce réflexe-là comme parents de se dire, hein, est-ce que ça serait plus facile si mon enfant allait à l'école? Est-ce qu'il y aurait moins de difficultés en maths? Est-ce que sa lecture serait plus fluide? Est-ce que c'est comme un modèle qu'on rejette, mais en même temps, c'est le seul repère qu'on a. Fait qu'on le rejette, mais on se rapatrie toujours là chaque fois qu'on a un doute. Puis c'est ça qui crée l'espèce d'oscillation puis de doute. Mais au bout d'un certain temps, quand même, on a vraiment déposé les cahiers, ou moi, j'achetais des cahiers en début d'année pour avoir une grande ligne du programme, qu'on sache à peu près où on s'en allait. Il faut savoir que dans notre cas, à l'époque, même si c'était pas obligatoire, nous, on avait fait le choix volontaire de se déclarer. Il y avait eu une histoire d'horreur dans le village d'à côté où une petite fille avait été trouvée dans un grenier, laissée à elle-même, pas scolarisée, avec des parents professeurs à l'école. Alors, bon, qui appartenait à une branche de religion assez, on va dire, trouble. Et ça avait suscité beaucoup, beaucoup d'émoi. Et
Et nous, on se disait, ben non, on veut pas que des histoires d'horreur comme ça arrivent. Fait que oui, il faut qu'on sache où sont les enfants. Je pourrais le nuancer à présent, mais à l'époque, c'était ça notre réflexion. Notre réflexion, c'était aussi de se dire que ben c'est pas vrai qu'on est 800 à faire l'école à la maison. Si, on est 800 plus tous ceux qui sont pas déclarés. Oui. Fait que si quelque part, à un moment donné, on veut avoir un poids, on veut avoir une voix, on veut générer une forme de normalité par rapport à cette avenue éducative-là, faut être debout sur la place publique. Par contre, la personne qui nous évaluait était quelqu'un qui était quand même vraiment intense, exigeante et tout. Fait que les questions en lien avec le programme, on avait besoin de les montrer, on était au taquet, même si c'était pas comme ça partout au Québec à l'époque, mais nous, c'était déjà comme ça. Fait que ça faisait qu'on tirait les grandes lignes du programme, on sortait un peu comment on avait envie de travailler, puis je dirais que nos deux supports particuliers, ça a été la fermette. Tout le travail qu'a généré la fermette, c'est vraiment ça qui nous a permis de déployer toutes sortes d'apprentissages qui permettaient d'être nommés avec les bons noms, avec les bonnes définitions, avec les bonnes compétences transversales pour la commission scolaire, mais qui nous permettaient de vivre une vie, le fun qui faisait du sens pour nous. Puis après, le fait que mon compagnon est parti travailler à l'étranger beaucoup, fait qu'il nous... Pour pas que les enfants, mais les enfants s'ennuyaient quand même, mais en tout cas, il envoyait beaucoup de photos, il nous partageait beaucoup de choses, puis à partir des photos, nous, on explorait la culture du pays, on cherchait les rituels, Fait que ça, c'était une façon de nous nourrir beaucoup, de rester dans notre vie, puis Ouais, c'est ça, de faciliter des apprentissages qui pouvaient cadrer avec le programme, mais qui étaient vraiment en lien avec notre vie. Puis forcément, le groupe là, duquel Stéphanie a fait partie un petit peu plus tard, mais tu sais, qu'à un moment donné, il y a plusieurs parents. Maintenant, il y a beaucoup de papas. J'observe à l'époque, on était seulement des mamans. Alain était là de temps en temps. C'était quasiment un des rares papas qui était là de temps en temps. Puis ça crée un monde, ça crée des activités, ça crée des stimulations qui, encore là, tu sais, permettent d'étayer un portfolio, permettent de dire les choses que la commission scolaire veut entendre, mais qui nous forcent pas à rester assis sur une chaise pour apprendre. Oui, tout à fait, pour que les enfants puissent étancher leur soif d'apprendre, mais soif d'apprendre naturel. Exactement, exactement. Ouais. C'est vraiment génial. Puis là, tu as déjà déposé le mot rituel. Ça. Comment c'est arrivé dans ta vie, c'est les rituels? Est-ce que, comme exemple, moi, là, ma mission, entre autres, c'est d'aider les mamans qui sont dans la bienveillance avec leur enfant. Parce que quand je fais ça, c'est comme si ça va guérir une partie de moi, la petite fille en moi qui n'a pas eu ça et que les blessures, ben, c'est comme si à travers ce que je fais, ben, ça vient la guérir. Toi, ça vient de où tout ça, là? Un peu, c'est drôle que tu amènes ça comme élément, mais c'est un peu ça. Puis, tu sais, je pense que des grands chapitres de nos vies où on va répondre à la question, puis 10 ans plus tard ou 5 ans, en tout cas, on va répondre à autre chose parce que d'autres informations qui nous sont délivrées au fur et à mesure de nos expériences. Mais moi, j'ai longtemps cru que mon premier geste rituel, je l'ai posé au moment de l'enterrement de ma petite sœur. On a créé une cérémonie. Moi, j'ai posé un geste particulier. J'ai souvent pensé que c'était là, mon premier geste rituel. J'avais une super mauvaise notion des années, mais j'avais 23, 24 ans à peu près. OK. Je sais maintenant que ça a commencé beaucoup plus tôt que ça. J'avais 4, 5 ans. J'avais 4 ans où
mon père est venu me réveiller la nuit pour l'aider à accoucher une brebis. La brebis devait accoucher, ça y allait pas, les agneaux étaient probablement mal placés. Et mon père, la brebis était pas bien dilatée, il n'arrivait pas. Des fois, on a des médicaments, même avec les médicaments, ça dilatait pas. Et donc, mon père n'était pas capable de rentrer sa main pour aller replacer les agneaux. Et donc, j'ai 4 ans, il vient me réveiller pendant la nuit, Laetitia, j'ai besoin de toi. Et je me revois, tu sais, à genoux. Et pour moi, c'est un peu normal, dans le sens que c'est la période de l'agnolage. Je sais que pendant la nuit, mes parents se relaient pour aller veiller les brebis. Je sais que ça arrive que mes parents doivent donner de l'aide. Et là, voilà, il me dit, OK, je me revois à genoux dans la paille, tu sais, tu vas fermer ta main, tu vas mettre ton pouce à l'intérieur pour pas la blesser, tu vas ressortir tes doigts, tu vas rentrer en spirale. Et là, quand tu vas rentrer, tu vas sentir ça. Et là, tu vas chercher la tête. Il y a sûrement une patte qui est dépliée, qui est pas au bon endroit, qui bloque. Et je lui racontais, et finalement, de retourner le petit mouton et après de ramener ce qu'on veut toujours, hein, c'est les 2 pattes et le bout de la tête et de le tirer tranquillement. Ça, c'est un moment où, pour moi, je suis extrêmement connectée au vivant. Je suis extrêmement connectée à mon père qui m'enseigne. C'est assurément une transmission, mais c'est une initiation. La vie a forcément une connotation qui est fort différente après ce moment-là, cette capacité à toucher au vivant. Ça pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du rituel dans la puissante connexion de toucher à la vie, puis de rentrer dans un espace-temps qui est dilaté. Un accouchement, c'est ça, hein, le temps n'existe plus. Le temps n'existe plus. Je me rappellerai toujours d'être là pour l'accouchement d'une amie. Puis bon, finalement, tout se passe bien, tout ça, je fais à manger, je nourris les troupes, puis à la fin, je les laisse dans leur cocon, de tirer la porte, puis le village est calme, 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 le ciel est étoilé, puis il n'y a pas un voisin autour qui sait qu'il y a un bébé qui vient de naître. Tu sais, c'est comme, mais nous, on vient de vivre quelque chose, puis c'est quelque chose, j'ai eu l'occasion d'accompagner des mamans à plusieurs reprises, puis cette espèce de sensation où tout peut arriver, tu vis un millénaire en quelques heures, mais le monde autour continue, mais toi, t'es plus là. On est vraiment dans l'espace rituel, dans cette capacité d'arrêter le temps. Et cette capacité d'arrêter le temps, à laquelle je touche la première fois par le biais d'un accouchement, je vais la recréer à plusieurs reprises en célébrant le moindre petit truc, la fête des mères, la journée de ci, blablabli, blablabla, en embarquant mon frère et ma sœur quasiment de force à découper des bouts de papier, à coller dans les fenêtres, à faire des banderoles, à aller à la petite boutique du village pour acheter un cossin-lait en plastique à 3,5 piastres. Mais en faisant à manger aussi, parce que à l'époque, la ferme est extrêmement exigeante. Mes parents sont toujours dans la grange, au champ et tout. Et moi, comme enfant qui doit prendre soin des 2 plus jeunes, je suis invisible. Et quand j'arrête le temps, j'apparais. Mes parents voient ce que je crée, mes parents me voient et mes parents s'arrêtent. Quand les enfants ont dressé la table ou accroché des banderoles, ben, même s'il est temps d'aller faucher, même si le soleil est levé, même si, ils s'asseyent 5 minutes de plus que d'habitude. Il y a un deuxième café, il y a oh, ma cocotte, c'est beau ce que tu as fait. Ça, je le sais pas. Je sais pas que c'est pour ça que je le fais. C'est il y a quelques années que je comprends ça. Et en fait, ça va comme s'enraciner vraiment consciemment, pas forcément la conscience de tout ça, mais le désir vraiment de créer des rituels, il va prendre place
à l'arrivée de mon premier fils, où OK. pour moi, il y a un désir de créer une cérémonie de bienvenue, de l'intégrer dans la famille, de l'accueillir dans le territoire, de faire en sorte que c'est pas juste nous qui l'adoptons, c'est la famille, c'est la communauté qui fasse partie d'eux. Il est hors de question d'aller à l'église, ça fait pas de sens pour moi. Pas que je suis contre, mais que ça fait pas de sens. Donc, on crée une cérémonie. À ce moment-là, c'est juste une cérémonie. Je me fais aider, c'est quand même assez nouveau pour moi. C'est un peu une mise en scène. Tu sais, il y a eu un déroulement, il y a des invités, il y a tout ça. Et en fait, 1 an et demi plus tard, on attend une petite fille qui est en Haïti. Et au moment où le téléphone sonne et qu'on hurle de joie pour partir, pensant partir la chercher, je vois mon chum revenir avec une face et en fait, notre petite cocotte est décédée là-bas. Oh mon Dieu! Et ça, c'est dur, c'est Hein? gros, c'est un peu invisible comme événement. Mhm, Euh, mhm. Fait que c'est, t'as l'autre c'est bout, là. On est à l'autre bout. On l'a jamais rencontré. On a une peine qui est démesurée, qu'on dirait qu'on a de la difficulté à justifier. Ben, parce Euh, qu'elle existait déjà pour toi. oui, depuis des mois, on Ouais. vivait avec elle. Je me rappelle partir en voyage puis virer de bord parce qu'on a oublié sa photo, tu sais, comme si on avait oublié son doudou, puis revenir à la maison, chercher sa photo pour l'emmener en voyage avec nous. Et là aussi, il y a cette espèce de dimension invisible, tu sais, de comment créer quelque chose dans le visible. Et en fait, c'est dur quand même avec le rituel, je me débobine un peu, tu sais, Ah oui. je défais la chambre, je veux plus adopter d'autres bébés, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui va pas super bien, on va Ouais, dire. il y a quelque chose qui s'est brisé, là. Ouais, c'est un deuil, puis c'est un deuil que tout le monde comprend pas. Fait que c'est un peu comme une fausse couche ou comme un avortement, tu sais, où il y a plein de monde qui disent, ben Exactement. là, tu sais, t'en auras d'autres, ou t'as C'est choisi, ça. ou Regarde le c'est positif. ta décision, tu sais, c'est Mm. ça. Et là, la dame qui m'a aidée à créer le rituel de cérémonie de bienvenue pour mon fils, elle m'écrit et elle me dit, Laetitia, il y a telle femme qui vient dans la région pour la transmission du bâton de lune. Je suis sûre que tu aimerais ça. J'aimerais ça que tu viennes. Et je veux pas y aller. Je le sais que ce qui va se passer, ça va être plein de femmes super zen, en grande jupe, qui vont boire de la tisane, qui vont chanter des chansons qui est absolument tout ce que je suis incapable de faire. Moi, je suis en jeans attachée avec une ceinture en permanence. La féminité, c'est ben trop terrorisant. Il n'est pas question que j'aille là. C'est juste beaucoup trop de Wow! confrontation à la fois. Mais je résiste pas. Et s'il se passe exactement ce que je viens de vous dire, c'est plein de femmes que moi j'idéalise qui ont dont l'air zen et en harmonie avec leur moi profond et leur sexualité et leur féminité et leur maternité et je me sens moins que pas grand-chose. Et il reste que cette femme-là est en avant et moi, tout ce que j'entends pendant la soirée, c'est bâton de lune, bâton de lune, bâton de lune, bâton de lune. Et quand je reviens à la maison, c'est comme une évidence que je vais aller faire cette initiation-là, que je vais aller faire cette fin de semaine de cercle, mais je ne veux pas y aller parce que j'ai bien trop peur. Fait que j'invoque toutes sortes de trucs. Je peux pas laisser mon fils, il est trop petit. On n'a pas les sous, ça n'a pas de bon sens. Et mon chum, il pousse, il rend tout ça possible. Wow! Et quand j'arrive là, c'est comme une révélation pour moi, les cercles de femmes. Curieusement, on est 7 et dans ce cercle-là, il y a une autre femme qui a perdu son bébé, une fausse couche. Il y a une femme qui a été adoptée et il y a une femme qui a confié son enfant à l'adoption. C'est un peu Wow! la première fois que je touche à autant de synchronicité, que je touche à un cercle de femmes où il y a de la place pour tout le monde, où il n'y a pas de jugement, où il n'y a pas de comparaison, où il n'y a pas de, 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 de trip de performance, de protection. C'est vraiment une révélation pour moi. Et ce bâton de lune-là, ben, je vais m'y atteler après ça, mois après mois après mois après mois.
J'en parle aux femmes, les femmes m'en parlent, il y a des désirs de partage, puis c'est un peu comme ça finalement que se place beaucoup plus concrètement la pratique rituelle. À ce moment-là, j'ai genre 30 ans à peu près. C'est quoi un bâton de lune? J'ai aucune idée. Ouais, un bâton de lune, alors c'est pendant... alors, c'est une transmission qui a cours sur 3 jours. La première journée, il y a différents rituels qui vont nous préparer à partir à la rencontre du bâton de lune. Ces rituels-là vont nous faire un peu reprendre contact avec qui on est. Fait qu'un peu remonter le fil de notre vie, nos souvenirs, les bons, les moins bons, les peines, les joies, les écueils et tout ça. Et après, il y a différents préparatifs pour partir en quête du bâton. Donc, c'est pas un bâton qu'on cherche, qu'on trouve, qu'on ramasse en vrac, mais on part avec des intentions et a priori, en tout cas, moi, après, je l'ai accompagné plein de fois et il se passe toujours la même chose. Il y a comme un appel, il y a comme une rencontre avec un bâton, une branche, un bout de bois. C'est un objet physique. Un vrai objet, un vrai grand bâton. Okay. Et sur ce bâton-là, on va poser notre chemin de féminité mois après mois. OK, pendant nos règles, genre? Comment? Pendant nos règles? Oui, c'est ça. Ah. C'est ça. Alors, ça fait écho aux loges de lune traditionnelles chez les Autochtones où, au moment de la menstruation, les femmes se retiraient pour être à l'écoute de leur vision. Donc, on est bien loin de l'idée de la colonisation ou de ce que les prêtres ont colporté, hein, que la preuve que les femmes étaient impures à ce moment-là, même les Indiens les envoyaient à l'extérieur du village. La raison était toute autre. Oui, elles allaient à l'extérieur du village, mais dans un endroit prévu pour se reposer. Et en plus, elles étaient nourries. Alors, à l'époque, des personnes nourries à rien faire, il y en avait pas beaucoup. Il fallait être vraiment très, très âgé pour avoir accès à ces privilèges-là. Mais l'idée était que si on mettait les femmes dans les meilleures conditions possibles, elles pourraient rêver. Et dans le rêve, on pourrait récolter des visions, des chemins à suivre pour les bienfaits du clan entier. Et c'était aussi un espace de transmission, d'initiation, de partage entre les femmes, des plus vieilles aux plus jeunes et des plus jeunes aux plus vieilles. Et donc, sur ce bâton-là, au moment du saignement, il y a l'idée de s'asseoir dans la tranquillité et de poser sur le bâton de façon symbolique nos gratitudes envers le mois qui vient de s'écouler. Et que ça permet de rester aligné. Tu sais, la notion du mois, on l'a pas toujours. La notion de notre corps, on l'a. Combien de fois ça nous est arrivé d'aller aux toilettes, de s'essuyer, puis ah tiens, ah. Puis là, on comprend là, les journées d'avant qui ont glissé, qui ont été fébriles ou. Donc, d'avoir le bâton, ça nous permet vraiment de marquer un repère dans le temps, mais aussi de se donner le temps de OK, mais de quoi a été fait mon moi? Où est-ce que je pose mes gratitudes? Où est-ce que j'enlève ce qui n'est pas nécessaire, les ruminations? C'est quoi que j'ai à mettre de côté? Puis de quoi j'ai à m'occuper pour que le mois prochain soit plus agréable, plus porteur? Et donc, de poser mes intentions pour le mois à venir. Qui lie finalement le passé au présent, qui sert d'ancrage au futur pour la vision, puis qui nous permet d'être alignés. En plus, de se garder un espace de ménagement pour soi, parce que, ben oui, dans un monde idéal, on prend un temps pour soi, dans un endroit juste à nous, bien rangé, qui sent blablabla. Mais dans la réalité, ben non, on t'étale une grande couverte, il y a plein de perles puis de morceaux de tissu, puis tous les enfants taponnent sur leur bâton ou sur un collier ou sur peu importe, parce que pendant qu'ils sont occupés, ben on a un peu de temps pour être avec nous, puis même si on aimerait plus de temps ou plus de calme, ben c'est quand même une façon de faire le truc. On prend ce qu'on a, dans le fond, on crée cette opportunité-là. Fait que dans le fond, si je comprends bien, c'est un rituel de femme, mais là,
toi t'intègres ou ils sont intégrés aussi les enfants jusqu'à un certain point eux aussi de créer quelque chose là? C'est assurément un rituel de femme, mais après, nous, pour le faire au quotidien, il faut se trouver des moyens. Il y a un autre rituel auquel j'ai été initiée puis que j'ai transmis pendant longtemps en lien avec le Conseil des 13 mères qui nous demande de travailler sur une peau en cuir, de déposer différents ancrages sur lesquels on va dessiner, perler, peu importe. Et cet objet-là devient assurément un objet sacré. Qui dit objet sacré dit objet que tu laisses pas traîner en vrac. Donc, quand tu as fini, tu l'emballes dans un beau tissu et tu le ranges dans un endroit précieux. Après, il peut être tellement précieux au point d'être toujours rangé puis de jamais pouvoir s'en servir. Hein? Ou ben tu déplies ta peau, puis tu traces une ligne dessus, puis tu dis à Coco puis Cocotte, ben ça c'est votre coin à vous. Le reste c'est ma peau à moi. Ou ben j'ai un morceau de peau pour vous, puis OK, aujourd'hui c'est la journée où on travaille sur la peau. Pour moi, ça a toujours été super important qu'il y ait ce continuum-là, parce que sinon, ben qu'est-ce qui se passe? C'est pas nos enfants la plupart du temps qu'on va mettre de côté, c'est nous. Donc, on fait pas. C'est la raison qui fait que dans plusieurs rituels, moi, j'accepte les enfants parce que sinon, moindrement que les femmes ont 2, 3, 4 enfants puis sont maternantes un peu longtemps, ben, c'est 10, 12 ans de leur vie qui viennent passer puis qu'elles ont accès à aucun espace de répit et de repos. Fait que quand je tisse les rituels, souvent aussi, quand je tisse des rituels sur papier pour des magazines ou pour des groupes, mais des gens qui vont me lire finalement, je vais souvent proposer plusieurs versions au même rituel de façon à ce que si la femme elle est seule dans sa petite bulle, elle peut le faire. Mais si elle n'a pas la possibilité d'être seule ou que ça fait du sens de le tisser à plus grand, ben comment faire interagir les enfants, comment inviter les enfants pour se donner la possibilité de le faire plutôt que de ne pas le faire du tout. Puis je pense que l'école à la maison, ça nous aide vraiment à ça. Tu sais, ce que j'observe beaucoup dans les femmes qui viennent à la yourte, c'est que les femmes qui travaillent sont habituées de vivre avec des horaires fragmentés, avec des parties d'elles fragmentées. Il y a la portion mère, il y a la portion professionnelle, il y a la portion compagne, il y a la portion de chum de fille, il y a... Les horaires sont compartimentés, les parties d'elles sont compartimentées. Quand on a nos enfants 24 heures sur 24, puis c'est souvent ce qui fait le plus peur aux parents qui font le choix d'école à la maison, c'est pas tant les maths puis apprendre à lire, c'est le « oh, comment je vais faire ». Ben, tu sais, c'est d'apprendre à mettre tout ça ensemble. Fait que, moi, en ce moment, je fais une formation de communication animale, je la fais avec mon fils. Fait que je me sens pas coupable de le laisser tout seul pendant tout ce temps-là. Je jongle pas avec un horaire de débile à me dire je vais mettre ça haut dans mon horaire. Puis je me dis pas que je suis en train de le négliger parce qu'il passe trop de temps sur son jeu vidéo pendant ce temps-là. Tu sais, c'est vraiment. Puis bien sûr, je le fais avec lui parce que c'est quelque chose qui l'intéresse un peu. Oui, mais il y a une autre formation que, tu sais, je veux dire, ça peut-être ça l'aurait pas intéressé. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque fois que c'est possible, j'essaie de tirer un fil. Puis c'est le fun parce qu'il apprend plein de choses, il sort de son univers. Puis hier, on a posé des choses dans le cahier parce que bon, on est comme tout le monde, hein, à la fin du mois de janvier, on va commencer à devoir montrer un certain nombre de trucs. Fait que ben voilà, tu sais, c'est nous hier, on a fait une formation de communication animale, puis on fait ça toute la semaine, puis c'est ça notre école de la semaine. Yeah. Hey, Stéphanie, tu avais une question là, puis je veux pas poser tellement de questions. Il y a 10 000 questions, là, mais il y en a une, là, je l'ai gardée. Là, tu parles de rituels comme étant, en tout cas de ce que j'en comprends, là, comme étant une façon de se connecter, de créer les liens avec les gens. Donc, c'est des interactions. C'est drôle parce que justement, je suis en train d'étudier la psychologie sociale. Donc, ce que
là, c'est sûr que ça me parle. Tellement. Mais tu parlais également d'objets et tu as parlé de rapport avec le temps. Là, moi, la question que j'aurais envie de te demander aussi, parce que je sais qu'il y a un lien, parce que quand tu es à une certaine période, je suis allée chez toi, j'ai vu comment tu organisais tes trucs. Donc, quel est le lien entre les rituels et la nature? Oui. Ben, ça dépend des gens. Tu sais, je pense que il y a sûrement des gens qui sont capables d'avoir plein de rituels sans être liés à la nature. Tu as parlé un peu le bâton de lune, le lien avec les menstruations, oui, c'est le ça. lien avec la mort de ta sœur, donc le décès, les trucs comme ça. Fait il y a déjà comme un lien, je dirais, au niveau de la nature, là. Oui. Plus largement, oui, parce que je sais que tu fêtais les saisons, là. Je sais que c'est oui, c'est ça. En fait, moi, je dirais que mon ancrage principal dans ma vie personnelle, c'est vraiment la nature. C'est ce qui est aussi devenu mon axe de travail. Comment la nature extérieure peut me supporter dans ma nature intérieure, comment ma nature intérieure peut trouver une forme de compréhension, de légitimité, de douceur, de joie dans la nature extérieure. Puis c'est sûr que comme j'ai commencé, on va dire, les rituels plus formels à un temps où j'étais nouvellement maman, ben pour moi, c'est ce qui a été le plus facile. C'était probablement la chose la plus importante que je souhaitais transmettre à mes enfants, le respect de la nature, l'importance de la cyclicité, le lien à la terre, la gratitude à l'abondance, la nécessité de poser certains gestes pour être en vie, le cycle de vie, le cycle de mort, de reproduction. Fait que c'est sûr que de célébrer les saisons, c'était le chemin le plus facile pour initier les enfants. Après, il y a différentes... aussi parce que la nature, c'est quelque chose qui est... on le voit. Donc, des fois, pour notre esprit rationnel d'humain, on a besoin de voir pour croire, pour que ça fasse sens. Quand on parle de lâcher prise au mois de novembre, puis qu'on file un peu Scrooge, mais tout le monde a déjà filé Scrooge au mois de novembre, c'est pas des légendes. Mais quand tu regardes dehors, puis qu'il pleut, il mouille, il fait gris, ça bave, puis que même les arbres laissent aller leurs feuilles, puis tout ça, ben, il y a une image du détachement puis du lâcher-prise contre laquelle on n'a plus envie de se battre puis de dire hey, t'as pas rapport ou je sais pas moi, il est où ton doctorat? Tu sais, il y a comme une évidence là qui se place. Puis après, de là, pour moi, en tout cas, ça devient facile de tisser puis d'aborder différents grands thèmes de la vie qui parfois sont plus complexes ou avec lesquels on a certains tabous. Tu sais, je pense notamment la sexualité. On a beau être super ouvert, puis moi, je vais tout dire à mes enfants, puis tout, puis tout. Le jour où ça arrive, des fois, c'est pas évident, tu sais. Mais je sais pas, moi, quand il y a deux chiens en train de s'accoupler, quand il y a des chevaux qui se font la cour, quand il y a des oiseaux qui font des petits nids, ça parle plus de nous, là. Fait qu'il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de malaise, puis ça devient facile à partir de là. Mais tu sais, c'est la même chose pour nous. Regarde, je vais te montrer des... Moi, je trouvais que ça faisait des points d'ancrage vraiment, vraiment faciles, de la même façon que l'Halloween, pour nous, est vraiment devenu le moment où, oui, c'est la fête où on se déguise. Stéphanie, tu as fait partie là, de gros chasses au trésor, de gros parties, de gros buffets de citrouilles qui vomissaient. Épique. Mes enfants, Thomas et David s'en souviennent encore. Ben oui, tellement. C'est vraiment... Les enfants ont retrouvé, il y a quelques jours, des enfants avec lesquels ils avaient fait l'école à la maison il y a très tôt. Puis c'était, hey, cette année, on se fait un party d'Halloween comme quand on était petits. Tu sais, c'était vraiment... Wow. Mais il reste que le lendemain, on prenait la citrouille puis on allait la porter sur la tombe de ma sœur. Parce que, au-delà de la fête, l'Halloween, c'est une célébration des morts. Ouais. C'était la façon pour moi que mes enfants connaissent ma petite sœur qui était si précieuse.
Mais ça tissait aussi l'occasion de parler de la maman de mon grand qui est adoptée, qui est décédée. C'est pour ça qu'on l'a adoptée. De parler des grands-parents qui ont quitté en cours de route. Puis les enfants étant les enfants, un jour, c'est le chien qui meurt ou c'est le nounours qu'on a perdu. Puis dans le fond... Le deuil. Le deuil, exactement. Puis le deuil de ma sœur est pas plus dramatique que le doudou qu'on a perdu. Parce que mon enfant, oh non, c'est sûr. c'est une perte. Puis on l'accueille comme ça. Puis là, il y a un lieu repère, il y a un endroit où on va. Puis après s'être remémoré tout ce monde-là, puis peut-être avoir pleuré ou moi pleurer, puis eux pas, ou eux pleurer, puis eux pas. Mais après, on chante. Puis après, on rentre au show, puis on mange un gâteau. Tu sais, parce que l'idée, c'est pas de cultiver le drame, c'est de créer un espace-temps qui nous rend disponibles pour accéder à certains espaces auxquels il est difficile d'accéder dans la tohu-bohu de tous les jours, dans l'intensité du quotidien. D'avoir accès à ces espaces plus rudes à l'intérieur de nous, plus sensibles, plus vulnérables, mais on n'est pas obligé de macérer dedans pendant 3 millions d'années, tu sais. La plupart des grands rituels se terminent par une danse, par un banquet, aussi pour évacuer l'émotion, tu sais, pour gérer le trop-plein, puis c'est à partir de là où on se régénère, puis où on amorce un second cycle. Ah, c'est vraiment beau ce que tu dis. Puis là, ce que je comprends aussi, parce que en se préparant à cette entrevue-là, j'essayais de me demander, ça a l'air de quoi, les rituels, quand on fait des rituels avec ses enfants? Puis là, ce que tu me dis là, la citrouille, le chant, l'authenticité, de être vulnérable, puis après ça, on retourne dans le confort, puis à la nourriture, la connexion, la célébration. C'est comme plusieurs aspects, mais surtout celui de s'arrêter, puis de prendre le temps d'être ensemble. C'est assurément, magnifique. Assurément. Tu sais, je pense que l'ancrage qu'on peut poser pour les personnes qui vont nous écouter, c'est que la définition d'un rituel, il y en a plein, mais une je trouve, qui est un bon résumé, c'est la possibilité de poser un geste. Alors, c'est la possibilité d'arrêter le temps, déjà. Les autres vont continuer à faire, hein? Mais nous, on va arrêter et on va avoir la possibilité de poser un geste qui va devenir sacré parce que c'est pas un geste qu'on fait tous les jours, avec une intention. Et ce qui est beau du rituel, c'est qu'on a accès au sacré sans le sacrement. Et le sacrement, c'est pas que je veux biner contre la religion catholique, c'est que le sacrement, il vient avec une condition, il faut que tu le fasses de cette façon et une conséquence. Si tu le fais pas de cette façon, tu t'exposes à. Alors que le rituel païen, si on veut vraiment se donner un mot, va nous permettre d'avoir accès à ce geste sacré-là, mais sans le sacrement. Je peux le faire comme je veux et il n'y a pas de conséquences. Je peux le faire comme je veux, dans le respect d'eux, et il n'y a pas de conséquences. Il y a plein de conséquences positives, mais si je le fais consciemment dans le respect d'eux, il y a pas de diable, il n'y a personne pour me taper sur la tête avec ça. Mm-hmm. Et c'est là où intervient l'importance de l'intention. C'est ce qui va distinguer le rituel de la tradition ou de la routine. La tradition ou la routine va amener aussi cet élément de sécurité puis de repère dans le temps. À Noël, on fait le sapin, à la fête, on s'ouvre des chandelles, blablabla. OK? Ça, c'est cool. Mais au fur et à mesure du temps, on a perdu l'intention. Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'on souffle des chandelles sur le gâteau? Est-ce qu'on sait pourquoi on met des décorations dans l'arbre de Noël? On met des décorations dans l'arbre de Noël pour symboliser la lumière en attendant que la lumière revienne. On met des chandelles pour rappeler le soleil. Le soleil, c'est chaque tour de terre que tu as fait à chaque année, chaque course de soleil. Et donc, de prendre conscience que oui, c'est la fête, mais
mais c'est la fête du jour où tu es né. On célèbre le nombre de courses de soleil que tu as marché, le nombre de grands cycles que tu as marché. Et donc, en posant une intention, c'est ça qui fait que on fait pas le truc juste pour le faire. Bien que c'est super plaisant de faire le sapin de Noël, on fait le sapin de Noël en famille, ça sent bon la cannelle, on a fait des muffins, on a mis de la musique de Noël, c'est parfait. Mais si on a une intention, ben c'est là où on s'approche d'un alignement avec nous, du sacré. C'est là où aussi on peut avoir accès, moi je trouve, à du support. Parce que parfois, comme parents qui faisons l'école à la maison, il peut arriver qu'on se sente seul et par le biais des rituels, on peut se sentir soutenu par plus grand que nous. On peut se sentir soutenu par le fait que on va voir des synchronicités. Elles sont là tout le temps, ou des métaphores, mais parfois on les voit pas parce que c'est pas ces lunettes-là qu'on a. Mais à partir du moment où on a pris l'habitude de poser ces lunettes-là, ben on va voir peut-être quelque chose chez notre enfant qu'on n'aurait pas vu, mais qui va faire notre journée, quelque chose à l'intérieur de nous qui va se placer, ou un geste qu'on va être capable de faire juste pour se libérer de quelque chose, puis se donner du temps, se donner le rituel, il va servir à arrêter le temps, à donner de l'importance, puis à créer du sens. Puis dans Il y a nos beaucoup vies... d'empathie. Je sens beaucoup Oui, d'empathie et de compassion envers soi-même aussi, là, exactement, envers les exactement. enfants dans tout ça, là. Puis Hey, créer du sens, c'est important parce que des fois, tu sais, dans la routine, on perd un peu l'idée de pourquoi on fait l'école à la maison, tu c'est sais. ça. Puis là, c'est ça que j'ai le goût de te demander en terminant, c'est quoi les rituels que tu as expérimentés avec tes enfants qui t'ont soutenu dans le quotidien, à travers tous les apprentissages en famille? As-tu comme des exemples concrets à Ouais, donner? ouais. Ben, par exemple, nous, on commençait toujours l'année, pardon, en faisant un tableau de vision. Fait que chacun travaille sur un tableau de vision propre à lui, parce que travailler tout le monde ensemble sur le même tableau de vision, ça demande de faire des compromis, des consensus. Puis là, on rentre dans les propres pièges, qu'il y en a un forcément qui va prendre plus de place, donc un qui ne sera pas entendu. Donc, on travaille chacun sur nos tableaux de vision Wow. et avec l'intention de qu'est-ce que je me souhaite moi pour cette année d'apprentissage, cette année d'école à la maison. On peut le formuler de plein de façons. Mhm. Et chacun a l'entièreté, toute la place, toute la liberté, en fait, d'habiter l'espace au complet. Ça ne veut pas dire qu'on va tout faire, mais au moins, après, on peut faire le tour de, OK, toi, tu veux tout ça, toi, ça, c'est important pour toi, ça pour toi, ça pour toi, ça pour moi, ça pour papa, ça. Puis après, ben, on peut prendre l'engagement qu'on va s'occuper de tout ça, mais on peut prendre l'engagement que pour les 2 prochains mois, on va choisir chacun une chose. Puis ces choses-là, on peut les réécrire sur le frigo, sur le mur, sur un peu comme le bâton de lune. Moi, ça m'est arrivé super souvent de revoir ça dans ma face, puis de, OK, respire. Tu te rappelles, ton engagement, c'était ça. Oublie-le pas. Tu te rappelles, il t'a nommé que lui, telle situation, il a trouvé difficile. Tu es en train de l'échapper, tu es en train de la glisser. Ou de prendre petit coco par la main, et dire, viens voir avec moi, j'ai quelque chose à te montrer. Tu te rappelles que tu avais posé ça? Je pense que tu es où en ce moment par rapport à ça? Fait que ça crée un ancrage, ça crée un alignement. C'est souvent comme ça qu'on commençait. Wow. Après, forcément, les changements de saison, une table de saison qui invite la saison dans l'année pour permettre aussi aux enfants de renouveler leur énergie, de comprendre que c'est normal que l'hiver, ils soient plus fatigués, ils aient plus envie de regarder la télé, de se coucher tard, de se lever tard, de manger du sucré, de... Mais là, c'est un super bon temps pour parler du métabolisme, de l'hibernation, de la physiologie, de l'adaptation, de l'empathie, de... Si, Ouais. mais c'est que la table de saison, elle peut, après ça, tirer plein de pattes vers le français, vers les sciences, vers la techno, vers les maths, parce qu'on ne ferait pas la même chose dans notre vie, parce qu'on ne vit pas la même chose dans notre corps, dans notre cœur.
Fait que les rituels de saison, ça a joué beaucoup. Je dirais les rituels de fête, Halloween, Noël, blabla. Après, ben, tu sais, on peut rajouter les sabbats, les équinoxes, les solstices, comme on a envie. Ce qui nous Puis, parle, j'imagine, là. comment? Oui, qui Qui nous nous parle. parle, qui nous attire. Exactement, exactement. Puis, il y a aussi, je dirais, tu sais, toutes les manifestations sociales, tu sais, le jour de la Terre, le jour des personnes LGBTQ+, peu importe, tu sais, qui sont, où finalement on peut choisir d'avoir l'intention de vivre cette journée-là en lien avec cette réalité-là, de l'explorer davantage si on la connaît pas, de, de, de l'habiter, de la vibrer, de la cuisiner. Je me rappelle avoir fait une journée avec mes enfants où toute la journée ils étaient aveugles, un bandeau sur les yeux, tu sais. Et ça en est passé des choses cette journée-là, tu sais, toute la journée, une jambe attachée, tu sais, pour prendre conscience de ce que c'est la réalité des autres dans leur vie. Tu sais, j'ai une jambe attachée, on s'entend là, mais tu sais, Oui. juste pour ressentir qu'est-ce que ça peut faire d'avoir un membre en moins ou une fatigue ou une faiblesse. Puis si dans la vie, je dois me débrouiller qu'avec une main pour faire toutes mes choses. Puis après, tu sais, les rituels, je veux dire, on a fait des rituels parce qu'il y avait des cauchemars qui empêchaient les enfants de dormir. On a fait des rituels parce qu'il y a des crises d'anxiété qui se pointent. On a fait des rituels pour régler des chicanes de rivalité entre deux frères et sœurs. Oh, j'adore, Tu sais, des rituels pour prendre soin de papa qui part en avion se faire opérer suite à un arrêt cardiaque. Tu sais, ça. Puis après, les enfants l'attrapent. Tu sais, tu sais, l'année dernière, moi, j'étais en chimiothérapie, j'étais à l'hôpital tous les jours, tous les jours, tous les Oh jours. my God, hein. Et là, tu te dis, waouh, comment on va faire pour faire l'école à la maison au travers de ça, tu sais? Mais c'est mon petit garçon qui me fait une boîte avec un petit mot puis un petit Oh, autocollant à coller sur la perfusion à chaque jour, tu sais, pour que le poison qui rentre dedans, maman, ça va être un gentil poison, tu sais. Là, wow. c'est les infirmières qui pleurent, c'est les médecins qui pleurent quand vient le temps de Famille qui coller. pleure. Tu sais, c'est tout le chemin que... C'est clair, cette année-là, là, des maths puis du français, on en a fait. Nos trucs ont été rendus, tout a été accepté. On en a fait moins. Mais Mais les enfants avaient des points d'appui, puis les enfants m'ont retourné ça. Ils Tu sais, l'ont c'est quelque intégré parce chose, que là. oui, parce Ce qu'ils l'ont bonhomme de 10 vécu, ans, c'est une seconde qui- nature, là. exactement. Ça. Puis ça leur Cycle. permet aussi, oui, hein, de. C'est quoi en français? Vraiment un cycle, là. Je le vois, là. Je veux dire, c'est ça, ça tourne. Oui. Puis là, on se donne des outils. On crée un contenant sacré, on crée de la sécurité, on se donne des outils pour prendre soin de soi, prendre soin des uns des autres. Puis c'est super important. On écoutait un film hier sur l'alphabétisation, puis c'était touchant. Tu sais, c'était plein de nouveaux arrivants qui étaient pas familiers avec la langue du français. Mais il y avait aussi un homme de 30 ans qui savait pas lire, qui savait pas écrire. Puis sa blonde était enceinte, puis il voulait être capable de lire des histoires à sa petite fille. Oh, Fait que wow. c'est touchant. Puis fait que c'est assurément important de savoir lire puis écrire compter avec toute la liberté que ça va donner. Hein. C'est des discussions qu'on a eues parfois avec Stéphanie dans le unschooling, tu sais, qui est full liberté, mais tu as des enfants à 10 ou 12 ans qui ne savent pas lire. Mais la lecture, c'est une grande liberté aussi, tu sais. Fait que, Oui. tu sais, où est-ce qu'on balance? Mais indépendamment de ces grandes nécessités, ben moi, je pense que si
si on n'a pas peur de la vie, si on n'a pas peur de ressentir le quotidien à l'intérieur de nous, si on n'a pas peur des émotions qu'on ressent, puis c'est même pas si on n'a pas peur, parce qu'on a peur, c'est sûr, mais si on est prêt à accueillir, si on est prêt à ressentir, ben, on va se connaître plus. Puis ça, je pense que c'est notre plus grande force que de se connaître dans notre capacité à accueillir puis à traverser les choses, tu sais. Oh wow, oui, quelle belle, c'est super. Ah, Je pense que ça va être le mot de la fin, hein? En plein ça. Mais C'est tellement beau. question, oui, c'est magnifique. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi là par rapport à tous les services que tu offres, par rapport à ce que tu veux, ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui s'en vient là à court terme pour toi là? OK. Il s'en vient, alors, ben, forcément, différents ateliers. Cette année, les ateliers commencent à partir du mois de mars parce que ça fait 2 hivers que j'apprends à habiter mon hiver, puis à rentrer dans ma tanière, puis à pu être comme au service en permanence. Fait qu'il s'en vient justement un atelier, toutes les femmes qui sont en moi pour toucher à toutes nos parties. Il s'en vient un atelier en ligne aussi, le carnet des 12 lunes, parce que je souhaitais vraiment rendre accessible aux femmes qui sont loin de la yourte de pouvoir prendre part à ce qui se passe à la yourte. Lui commence à la fin du mois de janvier. Je ne sais pas si ce sera diffusé ou pas, mais en tout cas. Oui, avant. Tout à fait. Fait que le carnet des 12 lunes, qui est une rencontre mensuelle le soir pour se créer un espace-temps pour nous en lien avec la lune, mais aussi avec les plantes, avec les possibilités de création, d'introspection, d'alignement à nous-mêmes. Stéphanie l'a dit tantôt, un livre de rituels, j'espère qu'il va sortir pendant l'année. On te le souhaite. Oui, merci. Puis ben, des ateliers, le conseil des 13 mères, des ateliers facilités, l'accompagnement facilité par les chevaux, ça, je continue tout le temps. Puis des retraites avec les chevaux, des célébrations de saison en famille. Cette année, en janvier, j'ai parti des coffrets rituels. J'en faisais avant pour accompagner les premières règles des jeunes filles. Là, il va y avoir différents coffrets pour accompagner différentes circonstances lorsque les gens font appel à moi pour des célébrations ou pour des passages, mais lorsqu'ils peuvent pas venir, ben, de créer un boîtier rituel qu'on envoie à bonne destination. Quelle belle idée, wow, c'est génial. Voilà, puis je me Tout est déplace aussi. On peut trouver ça sur chemindetraverse.ca. Chemindetraverse.ca, ça fait partie des choses que j'ai à faire pendant mon hiver dans ma tanière, remettre mon site web à jour. Peut-être en tout cas, au moins on peut avoir un aperçu et puis ensuite prendre contact avec moi pour des questions, des interrogations. Ça me fait toujours super plaisir de répondre. Puis sinon, la page Facebook Chemin de traverse et rituel au pluriel, elle est un petit peu plus est actualisée, tu sais, presque toutes les semaines en fait. Les gens peuvent te contacter par là. Oui, tout à fait. Avec si les gens veulent savoir t'es où au Québec pour accéder à tes services, c'est... Alors, je suis près de Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent. Mais c'est comme je disais, il y a plein de choses comme tous les accompagnements, on en fait à distance. Les cérémonies, on peut les envoyer en coffret pour que les gens soient capables. Puis des fois, c'est aussi que je cherche juste de relais. Tu sais, on est trop loin, mais moi, je connais quelqu'un dans ta région, fait que je peux te proposer peut-être de cheminer avec telle autre personne pour que ça fasse du sens puis que ce soit en présence si c'est ce qui est nécessaire à ce moment-là. Puis je me déplace aussi quand les gens font un groupe, tu sais, pour une personne, non, mais si les gens font un groupe, ils disent, mais nous, on a envie de vivre tel truc, ben, je le fais. Tu vois, là, je vais commencer des camps de féminité avec les chevaux pour les jeunes filles. Je vais en faire un chez moi, mais je me déplace aussi dans un autre endroit au Québec parce que les gens se sont regroupés, puis la demande était là, alors on y va.
Ah, génial! Hey, wow, c'est le fun parce que c'est vraiment beaucoup de services, puis justement d'avoir des services en ligne, ben ça rejoint plus de gens, là. Je suis sûre que les gens vont être comme nous, vont être tombés en amour avec toi, là, puis c'est comme, c'est ça, OK, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Merci d'avoir été là avec nous, Laetitia. C'était vraiment chouette de te revoir. Oui. Parler. Vraiment, c'est vraiment passionnant. Il y a plein de questions qu'on aurait aimé te poser, mais je sais pas, peut-être qu'il y aura une prochaine fois. Hey, merci beaucoup. Puis je suis là avec plaisir. Merci à vous. Je trouve que c'est toujours un privilège de pouvoir prendre parole puis de partager notre chemin. C'est un partage pour les autres, mais ça permet aussi de prendre contact avec des espaces de soi que parfois on oublie. Fait que c'est toujours précieux et porteur. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Au revoir. Au revoir, au plaisir. Bye. C'est déjà tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Merci tellement beaucoup de nous écouter. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Toutes nos informations et les différents moyens d'entrer en contact avec nous sont dans la bande info de l'épisode.